Le port de Yokohama a été ouvert aux pays étrangers au milieu du XIXe siècle. Après 200 ans de fermeture ou isolement du Japon, tenant compte de cette histoire de la ville, notre musée a collectionné des œuvres d'art qui marquent les échanges culturels entre l'Est et l'Ouest. Après l'ouverture du port de Yokohama, la concession internationale la plus importante au Japon accueillit les résidents étrangers. La concession a duré pendant 40 ans et a été abolie à la fin du XIXe siècle. Mais il est resté un quartier très accessible aux étrangers qui sont arrivés au Japon. Yokohama a accueilli non seulement des voyageurs du monde, mais aussi de nouveaux produits et de nouvelles techniques de l'Occident. Par exemple, la peinture à l'huile, la lithographie et la photographie aussi. Et Charles Wagman, journaliste et peintre britannique, fut actif à Yokohama pendant 30 ans. Et jusqu'à sa mort, toujours à Yokohama, en 1891. Et Georges Bigot, caricaturiste et peintre français, est même resté 17 ans, jusqu'à son retour en France. Et M. Pollack parlera plus tard un peu de ces deux artistes en tant que l'auteur d'un livre à ce sujet. Voici les œuvres, un exemple. À gauche, Charles Wagman, à droite, c'est Georges Bigot. Ce sont des recueils de leurs estampes. Et en plus de ces deux artistes, le musée, nous avons remarqué des peintres occidentaux qui sont venus au Japon pour apprendre la technique de kiyoe, soit estampe japonaise. C'est en été 1987 que j'ai appris pour la première fois le nom de Paul Jacquet. Monsieur Melvin McGovern, collectionneur américain des estampes de Yokohama, m'a interrogé un jour. Connaissez-vous un peintre français de kiyoe? Il s'appelle Paul Jacquet. À gauche, c'est sa première gravure sur bois, jeune fille de Saipan et fleurs d'hibiscus. Et à droite, vieille marchande de carpe d'Ibaraki, Japon. Et ces deux estampes en couleur ont été publiées juste au début de sa carrière de kiyoeshi. Elles sont parmi les 10 estampes de son recueil intitulé L'album des mœurs du monde, et publié en 1934. Il a fait de longs voyages en Micronésie, qui était alors un territoire sous tutelle du Japon après la Première Guerre mondiale. Au bout de 22 ans, après le décès de M. McGovern, sa femme japonaise m'a montré une photo surprenante, datée de 1951, cette photo-là, dans laquelle il se trouvait aux côtés de Paul Jacquet. Paul Jacquet tenant une de ses estampes et M. McGovern juste à côté. Étant alors fonctionnaire civil, il s'occupait des activités culturelles, y compris des expositions au Centre de l'éducation de l'armée de terre américaine à Yokohama. Les estampes de Paul Jacquet ont été très appréciées par des Américains. Il a pu faire ses expositions sous le patronage de GHQ, General Headquarters of the Allied Powers. Et M. Pollack m'a appris le mot en français qui correspond à ça,
l'état-major général des armées des puissances alliées. Pour la collection du musée de Yokohama, nous avons d'abord acquis plusieurs xylographies polychromes de Charles Bartlett, peintre anglais qui a séjourné au Japon en 1916. Il est arrivé au Japon après son voyage en Inde et en Chine. Et après son séjour au Japon, il s'est finalement installé à Hawaï. À gauche, c'est Benalès. À droite, c'est un paysage de Kamakura avec Daibutsu. Et ensuite, le musée a acquis des gravures à l'eau forte de Mortimer Mempes, peintre autrichien né en Autriche et disciple de James McNeill Whistler. Il a représenté la vie des artisans et des enfants japonais pendant son voyage au Japon en 1887. Mempes était actif à Londres comme assistant de Whistler, mais son voyage au Japon a mis son maître en colère, ce qui a causé la rupture de leur relation. Et ce sont les deux eaux fortes de Mortimer Mempes. Et au début des années 1990, nous avons ajouté à la collection du musée 11 estampes de Paul Jacquelet et une vingtaine d'œuvres de Helen Hyde. Helen Hyde a peint surtout les mères et les enfants, comme Mary Cassatt. Pendant son séjour au Japon, qui a duré plus de 10 ans au total, et voici ses estampes Winter et Baby Talk. Prenant cette collection des estampes pour base, nous avons organisé en 1996 l'exposition Eyes Toward Asia, Ukiyo-e Artists from Abroad, qui a présenté 9 artistes. Emil Orlik, Helen Hyde, Bertha Lam, Friedrich Capellari, Charles Bartlett, Elizabeth Keith, Lillian May Miller, Peter Irving Brown et Paul Jacquelet. Et voici les œuvres d'Orlik, Hyde et Lam. Et puis, celles de Capellari, Bartlett et Keith. Enfin, les œuvres de Miller, Brown et Jacquelet. Parmi les participants de ce soir, M. Mastalski est spécialiste d'Emile Orlik et Mme Lebert traite Bertha Lam dans ses recherches pour sa thèse de doctorat. Ces 9 artistes japonisants et aussi auteurs d'estampes sont de différentes nationalités, mais qui sont tous influencés par les vagues du japonisme en Occident. Ils ont essayé de créer leurs propres ukiyo-e avec l'aide technique d'artisans japonais. À la suite de cette exposition Eyes Toward Asia, le Pacific Asia Museum en Californie a réalisé l'exposition Between Two Worlds, Life and Art of Lillian May Miller en 1998. The Honolulu Academy of Arts a tenu une rétrospective de Charles Bartlett en 2001, dont le titre est A Printmaker in Paradise. Et quant à Paul Jacquelet, j'ai organisé sa rétrospective en 2003 au Musée d'art de Yokohama, avec ses estampes ainsi que ses peintures japonaises et ses aquarelles. Ses œuvres ont été présentées aussi dans son pays natal, d'abord à la Bibliothèque nationale de France en 2011, ensuite au musée de Quai Branly en 2013.
J'ai travaillé pour ces 2 expositions avec M. Pollack. Et voici la couverture du catalogue du musée de Quai Branly avec son aquarelle. Et le titre de l'exposition était « Un artiste voyageur en Micronésie, l'univers flottant de Paul Jacquelet ». Elle a attiré à peu près 70 000 visiteurs. Et cette année, 2020, de juillet à octobre, nous aurons une autre exposition de Paul Jacquelet au musée Oiwake Kyodokan à Karuizawa, ville qu'il habita les 20 dernières années de sa vie. On projette de publier le catalogue raisonné de ces estampes. Et je dois conclure mon intervention et répondre à la question fondamentale des organisateurs. Quel est le regard japonais sur le japonisme? Les 9 artistes que j'ai mentionnés ont créé des gravures sur bois en collaboration avec les graveurs et imprimeurs japonais qui ont hérité des techniques de l'époque d'Edo. La création graphique réunissant des éléments occidentaux et japonais ont enrichi l'histoire de notre ukiyo-e et développé aussi. Le point de départ de mes recherches existe dans la phase géographique et historique de la ville de Yokohama. Mon regard sur le japonisme est apparemment limité à Yokohama, mais étendu en même temps jusqu'au bout du monde à travers les artistes japonisants qui font l'objet de mes recherches. Comme vous en êtes déjà aperçu, ma position se trouve du côté du Japon, non pas à côté de l'Occident. Je regarde le japonisme depuis le Japon. Et enfin, je voudrais attirer votre attention sur la comparaison des 2 artistes français et japonais, Paul Jacquelet et Kiyoshi Hasegawa, qui est grand maître de la manière noire du XXe siècle. Et né à Yokohama, il est parti en 1918 pour la France afin d'apprendre la technique de la gravure sur cuivre. Sans retourner une seule fois dans son pays natal, il a vécu à Paris pendant plus de 60 ans, et jusqu'à sa mort en 1980. Et c'est le cas tout à fait contraire à celui de Paul Jacquelet. Jacquelet a fait de la xylographie polychrome avec des techniques de l'époque d'Edo, en ajoutant son originalité au point de vue des motifs et des couleurs. Et par contre, Hasegawa a fabriqué ses œuvres caractérisées par l'esthétique japonaise à l'aide de la technique occidentale qui date du XVIIe siècle. Avant son départ pour la France, Hasegawa a subi largement l'influence de l'art européen de l'époque, la peinture, la poésie, la danse et la musique, ce qui est un phénomène de japonisme inversé, ou le japonisme qui est revenu à son lieu de naissance. Et voici leurs œuvres sur l'écran, un exemple, et ce qui nous montre l'importance de recherche sur les échanges réciproques. À gauche, c'est Hasegawa, à droite, c'est le lotus noir. Et à la fin, le japonisme me permet de redécouvrir à nouveau le Japon, son histoire, sa culture, son esthétique, et de tourner mes yeux vers le monde. D'abord, je voudrais présenter un peu du japonisme du peintre symboliste Gustave Moreau, car sa collection des choses japonaises dans le musée Gustave Moreau m'a conduit
aux études du japonisme. Ici, je montre plusieurs uchiwa et une verseuse de saké par Miyagawa Kozan de Makuzugama. Vous savez qu'il y a le musée de Makuzugama à Yokohama. Ces deux dessins, copiant les illustrations dans la revue Magasin pittoresque, Benzaiten avec 12 suivantes, et le port de Nagasaki. Au moment de l'exposition universelle de Paris en 1867, où le gouvernement Tokugawa a participé officiellement avec le jeune frère du shogun Tokugawa Kitake au titre de délégué plénipotentaire, à ce moment-là, il avait seulement 15 ans ou 14 ans. Ce peintre a acheté un livre de Crépon qu'on appelle l'album de soie au musée Gustave Moreau, car il y a une étiquette de la magasin Madame de Soie. Son titre est Daiyamato Azuma Nishiki, mais le frontispice est Dai Nihon Azuma Fuzoku. Cet album contient 7 scènes représentées des triptyques en crépon, sans aucune annotation. Ce peintre possédait 12 nishikiés de grand format, ça c'est 12. Oiran, c'est grand courtisan de Yoshiwara. Leur costume pourrait lui inspirer pour ces femmes exotiques comme la toilette à Artisan Museum, ancien Bridgestone Museum. C'est toujours conservé dans le musée Artisan Museum. Dans l'exposition 1867, même la vie élégante de 3 geishas de Yanagibashi était exposée aux Parisiens. Ces spectacles japonais ont été à l'origine de l'engouement pour le Japon et des collections d'amateurs d'objets d'art japonais. 12 ans après, en 1869, afin de montrer leur collection, une exposition intitulée Le Musée oriental fut organisée par l'Union centrale des arts et des industries. Dans cette exposition, Moreau a étudié assidûment l'art japonais, par exemple en copiant en aquarelle une scène de vengeance de triptyque Gotai-heiki Shirai Shibanashi, ceci par Utagawa Kunikiyo. Vous voyez le même triptyque. Ici, c'est la partie ici, dans le tableau d'Alfred Stevens. Ernest Chenot fit une conférence sur l'art japonais le 17 février 1869 à la demande de l'Union centrale. Il était un ami de Moreau. Il lui a dédicacé une brochure de cette conférence où Chenot a beaucoup apprécié l'esthétique décorative du Japon et il a affirmé qu'elle pourrait donner de nombreuses suggestions aux créations artistiques françaises. Dans cette conférence, Chenot a cité longuement le texte de reportage de Aimé Humbert, ambassadeur de Suisse, publié à partir de la seconde moitié de 1868 dans la revue Tour du Monde. Concernant sa visite d'une grande statue de Bouddha en plein air et la grande peinture de Nirvana de Bouddha du temple Tofukuji à Kyoto. L'image de Bouddha mourant entrée par ses élèves et les animaux attristés pourrait s'être transformée chez Moreau en composition de Sappho défunt, ça, ou paradoxalement du nouveau-né, Moise,
dormant abandonnés sur les eaux du Nil dans l'Ancien Testament. Dans cette conférence, Chéneau a présenté aussi Hokusai au public comme l'auteur du livre de croquis en 14 volumes. Il a même montré quelques exemplaires de ce livre. Le 13e volume de la Hokusai manga fut publié à l'automne 1849, 6 mois après de la mort de Hokusai lui-même. Le 5e et dernier volume paru en 1878, à l'époque Meiji, mais la date de la publication du 14e reste inconnue. Si ces 14 volumes de croquis par Hokusai sont celles de Hokusai manga, le 14e volume pourrait avoir été publié au moment de la participation japonaise à l'exposition universelle en 1867. Quand même, Chéneau n'a pas indiqué le titre de ce livre de croquis dans cette conférence. D'ailleurs, Gustave Moreau semble avoir apprécié la Hokusai manga, d'autant qu'il a réussi à obtenir tous les 14 volumes vers 1880 et qu'il les a étudiés en décalquant quelques images. Ah, pardon. Comme ça. Il a calqué ceci de page de Hokusai manga, comme ça c'est avec un grandissement. Et ça c'est peut-être et parmi tant de motifs variés sur les pages de Hokusai manga, on peut trouver des fantômes apparus, et flottant dans l'air avec une tête gigantesque, d'un œil gonflé. Une telle image insolite pourrait avoir inspiré le peintre quand il a créé la composition Les Anges de Sodome. Ceci est les Anges de Sodome. Et les Galatées. Ici. Au Japon, on était habitué aux contes fantastiques terrifiants, représentant des apparitions de défunts pleins de rancune. Les Japonais aimaient avoir peur pendant la chaleur estivale. Moreau semble avoir été fasciné par ce phénomène des apparitions. Son chef-d'œuvre, L'apparition, ceci, nous montre un fantôme à la tête coupée de Saint Jean-Baptiste menaçant Salomé. L'industriel Henri Tchernusky, évitant l'émeute de la Commune de Paris, il est parti pour son voyage autour du monde avec Théodore Duret. Après son retour en France, il a montré sa collection asiatique au moment d'une exposition des Beaux-Arts de l'Extrême-Orient qui se tient à Paris de l'automne 1872 jusqu'au printemps 1873. La composition Salomé dansant devant Hérode avait été décidée vers l'été de 1873. Ce tableau. Et 6 mois après sa visite à cette exposition, l'héroïne avait mis un voile blanc sur sa tiare
et tenait dans sa main une tige de lotus blanc entrouvert comme les bodhisattvas. Désormais, ces femmes exotiques portent toujours une fleur à demi éclose à la main. L'art bouddhique qu'il avait eu la chance de voir à Paris a ainsi les anges bouddhiques et le Bouddha accompagné de 2 bodhisattvas à ses côtés pourrait avoir inspiré ce peintre pour créer son œuvre originale. Ce peintre était un lecteur assidu de Tour du Monde à laquelle il était abonné. Cette revue offrait des spectacles très rares des pays lointains au public français, y compris le reportage du Japon par Aimé Humbert. Ces riches illustrations pourraient avoir affermi la vision exotique de Gustave Moreau. À la fin, je confesse mon dernier intérêt. Ce sont des activités de 2 femmes japonaises de grand talent, 2 authentiques geishas, Sadayako et Hanako. Vous voyez le roi itinéraire de grande étendue. Elles ont voyagé sous la forme d'une grande famille de 21 peuples, n'importe où l'on veut les voir. Vous savez, c'est Loifla qui a invité Sadayako de jouer dans son théâtre. Ça, c'est le théâtre Loifla. Et elle a aussi demandé la 2e tournée. Ceci est la 2e tournée de la troupe Kawakami. C'est Loifla aussi d'avoir donné le nom Hanako à Otahisa, une petite japonaise de taille 136 cm. Ils ont traversé les continents avec les danses ou les pièces de théâtre du Japon en stimulant beaucoup des artistes occidentaux comme le sculpteur Auguste Rodin, le peintre Pablo Picasso, l'écrivain André Gide, le metteur en scène Konstantin Stanislavski, la danseuse révolutionnaire Isadora Duncan. Donc je vais commencer par un livre qui s'appelle Japan, qui a été traduit en français par le Japon, d'un Français, François Caron, que vous devez tous connaître. Il est venu au Japon en 1619 et il y a vécu jusqu'en 1639. Il était à l'époque un Hollandais. En vérité, c'est une famille protestante qui s'est réfugiée en Hollande juste après la guerre de religion qu'il y a eu en France entre les catholiques et les protestants. Beaucoup de protestants, bien sûr, se sont réfugiés dans les pays voisins et la famille Caron s'est réfugiée en Hollande. François Caron était membre de la Compagnie des Indes orientales néerlandaises en tant que cuisinier, et c'est comme ça qu'il est arrivé en 1619 et il a fait carrière au Japon. Il est devenu le directeur de la factorerie de Hirado, juste avant que Hirado soit déménagé dans la petite île de Dejima. Mais ce qui est intéressant dans ce livre de François Caron, qui est devenu français à partir de 1660, puisque Colbert l'a rappelé en France pour qu'il prépare un grand voyage
pour aller essayer de nouer des relations commerciales entre la France et le Japon à l'époque. Hélas, ce projet n'a pas pu être réalisé. Mais on peut considérer aujourd'hui que François Caron est bien un Français. Donc, dans le livre de François Caron, il parle de tout ce qu'il a fait comme travail, c'est-à-dire il travaillait aux exportations vers l'Europe, vers Amsterdam, des produits japonais. Et dans ces produits japonais, il y avait deux produits principalement, les porcelaines Imari, que l'on appelle aujourd'hui les Ko-Imari, les anciennes porcelaines Imari, et bien sûr tout ce qu'il y a en matière de laque. Et l'Europe a pris un engouement extraordinaire pour ces porcelaines et pour ces laques. Ces porcelaines, je vais vous en montrer. Donc là, je vous montre juste rapidement une carte de ce qu'on pourrait appeler la première globalisation mondiale, des trajets que faisaient les navires de la Compagnie des Indes néerlandaises entre le Japon, en passant par l'Inde, par l'Indonésie et en allant jusqu'à Amsterdam. Donc c'est le voyage que faisaient ces deux produits principaux qui étaient les Imari et les laques, mais bien sûr il y avait aussi de l'or et de l'argent que le Japon exportait à cette époque. Voilà un exemple de plat Imari qui était exporté vers l'Europe. Et vous savez que les porcelaines Meissen allemandes ont été créées à partir des technologies des Imari. À ce sujet, d'ailleurs, il y a un très beau livre qui s'appelle La Voie Imari, écrit par Yvan Troussel, que je vous recommande sur ce sujet. On voit aussi que ces produits Imari étaient occidentalisés, puisque là, vous voyez, ce sont deux bouteilles de saké qui sont transformées en bouteilles de vin, en flacons de vin. Vous avez aussi ces magnifiques Imari avec les couleurs. Les couleurs ont été rajoutées ensuite. Et, ou bien des soupières. Ces soupières étaient des commandes que faisaient les clients européens à travers la compagnie néerlandaise. Et ensuite, on les revoyait dans les cours européennes qui faisaient des collections. Alors, on pourrait dire que le premier japonisme date de cette époque. Donc, cet engouement, notamment, bien sûr, parce que c'était des objets assez chers, se retrouvait principalement dans les cours de tous les royaumes européens. Et ici, c'est une liste un petit peu de toutes les collections qui étaient faites en Europe par les collectionneurs de ces différents pays. Et je répète qu'il s'agissait vraiment des collections de Imari et des collections de laque. Vous connaissez cet endroit, je suppose. C'est la collection que l'on retrouve au château de Versailles, de la collection des Imari. Et vous aviez dans tous les grands châteaux des grandes familles européennes des collections de Imari que l'on exposait de cette manière. Et puis vous avez aussi un grand collectionneur que l'on connaît peu, il s'agit de Mazarin, vous avez tous bien sûr reconnu Mazarin, qui collectionnait lui les laques. Et il avait commandé notamment des coffres. Il avait commandé 4 coffres, et sur les coffres était racontée l'histoire du Genji. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ce coffre a été retrouvé il y a 3 ans en France. Et donc, mais il s'agit bien d'un des coffres que possédait Mazarin. Donc, simplement pour vous dire que le premier japonisme
pour moi, date du XVIIe siècle en France. C'est la première vague. Et elle a été un peu oubliée, mais c'est quand même important parce qu'elle met en place dans l'esprit des Européens un engouement pour le Japon. Et cet engouement va revenir au XIXe siècle. Donc les Européens étaient préparés à recevoir, si on peut dire, une nouvelle vague de l'art japonais. Comme je suis plutôt un chercheur sur les relations diplomatiques, donc je me suis intéressé bien sûr à tous les écrits qui ont été publiés sur l'histoire notamment diplomatique entre la France et le Japon. Et ici vous avez un livre, Le Japon, la Chine, l'Inde, écrit par Charles de Chassiran. Charles de Chassiran était l'un des collaborateurs du baron Jean-Baptiste Gros, qui est venu en 1858 négocier le premier traité entre la France et le Japon. Et il a participé bien sûr à cette négociation, le traité ayant été signé le 9 octobre 1858 à Edo. Mais ils sont restés près de 1 mois et demi, de la fin du mois d'août au début du mois d'octobre, et Charles de Chassiran s'est intéressé bien sûr à l'art japonais et a ramené toute une collection importante d'objets et d'art japonais. Et dans ce livre c'est un livre, vous voyez, qui ne paraît pas très intéressant pour le commun des mortels, mais en vérité, ce livre est devenu un best-seller. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, à l'intérieur, il avait fait la reproduction de 50 mangas de Hokusai. Et ce livre est devenu un best-seller non pas pour ceux qui s'intéressaient à l'histoire diplomatique, mais qui s'intéressaient à l'art japonais, parce qu'on peut estimer que c'est le premier livre qui présente d'une manière exhaustive 50 reproductions sur papier japonais des œuvres de Hokusai. Je vous en présente quelques-unes. Je vais passer assez rapidement. Là, ce sont des caricatures de Hokusai, mais qui font partie des mangas de Hokusai. Vous avez l'histoire naturelle aussi, qui est représentée dans ce livre. Vous avez toujours, bien sûr, l'histoire naturelle, mais ce sont des dessins qui ont été inspirés aussi les artistes français et les artistes européens. Donc il est intéressant de voir que c'est un livre qui a été publié en 1861 et que donc la connaissance de Hokusai s'est faite bien avant l'exposition universelle de 1867. Et les lecteurs avaient en main, si vous voulez, ces reproductions qui sont magnifiques. Je n'ai pas amené le livre ici aujourd'hui. Vous avez donc aussi les fleurs ou la partie botanique. Et puis on arrive aussi au fait que le gouvernement des Tokugawa a envoyé jusqu'à la fin du shogunat 5 grandes missions, 5 grandes ambassades à l'étranger. La première ambassade étant celle qui a été envoyée en 1860 aux États-Unis, et puis la deuxième, celle qui a été envoyée en Europe. Et ici, vous avez une représentation de l'entretien ou de la visite de la première mission japonaise en Europe, qui est reçue par Napoléon III et Joséphine. Et lorsqu'ils sont arrivés aussi pendant ces missions, ils avaient amené aussi beaucoup de cadeaux. Et ils avaient amené, bien sûr, des imari, des shippoyaki également, des émaux, et toute une représentation, bien sûr, de l'art japonais et de l'artisanat japonais. Et bien sûr, il y avait des intellectuels, et vous connaissez bien sûr la relation qu'il y a eu entre Fukuzawa Yukichi et Léon de Rosny, qui a commencé en 1862 lors de cette deuxième grande mission du Bakufu à l'étranger. Et donc l'engouement pour le Japon
vient aussi de ces missions, puisque tous les journaux ou bien les hebdomadaires de l'époque ont repris, aussi bien en France qu'en Grande-Bretagne, que dans les pays qu'ils ont visités, ces missions japonaises, donc créant un engouement pour le Japon. Vous avez aussi cette fameuse photo que vous avez tous reconnue. Il s'agit de la photo prise en avril 1867, au moment où la mission japonaise arrive à Marseille. Et donc vous avez le représentant de cette mission qui est Tokugawa Akitake, ici, qui est assis. Vous avez Léon Dury, qui est un Français qui accompagnait la mission en tant qu'interprète. Et vous avez ici le fils de Siebold, aussi qui était interprète. Et vous avez ici un personnage que je vous demande de bien remarquer. Il s'agit de Shibusawa Eiichi, qui va rester près d'1 an et demi en France pour faire des études et qui, bien sûr, a été l'un des fondateurs de la maison franco-japonaise. Il est aussi ce que les Japonais appellent le père du capitalisme japonais. Et donc, cette mission aussi, bien sûr, je ne vais pas rentrer dans le détail, a provoqué le véritable deuxième engouement du Japon après le XVIIe siècle. Et il s'agit du japonisme dont on parle aujourd'hui. Avec, bien sûr, le pavillon japonais. Là, c'est le pavillon interne. Et puis le fameux pavillon dans les jardins du Champ de Mars, avec tout ce qu'il y a comme représentation de l'art japonais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que après cette exposition universelle où le Japon était représenté pour la première fois dans le cadre de cette exposition universelle, le gouvernement japonais du Bakufu voulant montrer sa présence sur la scène internationale, et il y a un grand japonisant qui s'appelle Philippe Berti qui a écrit juste après, enfin qui a publié juste après, un livre sur les émaux cloisonnés. Et dans ce livre, il utilise pour la première fois le mot japonisme. Alors, il y a tout un discours sur qui a inventé le mot japonisme. Alors, certains diront que c'est Philippe Berti, d'autres qui sont d'autres. C'est peut-être aussi M. Chenot qui a été cité tout à l'heure. Mais sur donc ce livre marque aussi le premier livre après après cette exposition de 1867. Et donc c'est un livre important et il présente un nouvel art japonais qui est l'art des émaux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ces reproductions, ces lithographies ont été faites par un autre jeune japonisant qui est Félix Régamé. Donc retenez ce livre de Philippe Berti et le personnage Philippe Berti qui va écrire énormément sur l'art japonais et qui va être l'un des initiateurs de nombreuses expositions sur le Japon, sur l'art japonais à Paris et dans d'autres pays. Le japonisme s'immisce dans la vie quotidienne des Français et même dans les entreprises. On voit ici ce qu'on appelle une marque de fabrique de la société Echt Lilienthal qui est exportée du fil de soie depuis Yokohama ou depuis Hyogo, c'est-à-dire depuis Kobe. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils reprennent les motifs japonais. Et de nombreux Français vont collectionner ces marques de fabrique que l'on voit ici. Vous voyez ici, c'est écrit en français, mais un petit peu hésitant. Mais ce sont de véritables œuvres d'art.
Et là, vous voyez que ces marques de fabrique de fil de soie qui partaient vers la France étaient écrites en français. Nous avons aussi dans mes recherches, j'ai retrouvé chez les descendants des Français qui ont vécu au Japon des peintures d'occidentaux ou de dames occidentales sur soie, des peintures sur soie, d'un studio de Yokohama. Et ces images sont assez caractéristiques aussi d'un japonisme du quotidien ou d'un japonisme chez le commun des mortels. On a parlé tout à l'heure aussi de Aimé Imbert. Aimé Imbert était le représentant diplomatique de la Confédération helvétique qui est venu négocier aussi le premier traité entre la Suisse et le Japon. Aimé Imbert est arrivé en février 1863 et il a attendu 1 an pour pouvoir signer. Et donc il avait énormément de temps et il s'est lié avec un autre artiste, Charles Werkman, qui est aussi avec un autre artiste photographe qui était Felice Beato et également avec un autre artiste français. Et les trois voyageaient souvent ensemble pour faire des croquis ou bien des aquarelles. Et dans les articles que Aimé Imbert a publiés d'abord dans le Tour du Monde ont été réunis dans un livre qui s'appelle Le Japon illustré, qui a été publié en 1870 et qui a joué aussi un grand rôle dans la diffusion de ce qu'on pourrait appeler du mouvement du japonisme en France et à l'étranger, puisqu'il a été traduit aussi en anglais. On voit ici donc toutes ces images de la civilisation japonaise ou de la vie quotidienne des Japonais. Il y a aussi un engouement pour ce qu'on pourrait appeler les cirques japonais ou les troupes d'acrobates japonais qui sont venus au moment de l'exposition universelle et ensuite qui ont été demandés d'une manière régulière à faire des spectacles à travers la France, à travers l'Allemagne ou à travers la Grande-Bretagne. Et donc c'est aussi un jeu important ou un rôle important qu'ont ces troupes japonaises, puisque beaucoup d'enfants vont voir ces spectacles et sont imbibés ainsi de la culture japonaise. Comme aujourd'hui, on voit nos jeunes Français sont imbibés de la culture japonaise, non pas par l'art japonais, mais par les mangas. Et là, ici, c'est un petit peu aussi le rôle qu'a eu ces troupes japonaises pour sensibiliser les toutes jeunes générations. Vous avez reconnu ici la main d'un célèbre artiste japonais. Kyosai a fait le portrait de Félix Régamé, qui est venu en 1876 avec Émile Guimet. Je ne vais pas rentrer non plus sur ce voyage qui est un voyage assez extraordinaire, mais Régamé a rencontré Kyosai et il a ramené aussi énormément d'œuvres de Kyosai en France qui ont été présentées bien avant qu'il soit reconnu au Japon et en Europe, lorsqu'ils ont présenté certaines œuvres japonaises au moment de l'exposition universelle de 1878 à Paris. Le contraire, c'est-à-dire un portrait de Kyosai par Félix Régamé. Alors, vous savez que Émile Guimet et Félix Régamé ont fait un séjour au Japon du mois d'août 1876 au début jusqu'à la fin de décembre 1876, mais ils ont rapporté énormément de choses japonaises, dont près de 900 statues bouddhiques qui ont préparé le fameux musée Guimet que tout le monde connaît aujourd'hui.
encore des choses ramenées par Félix Régamé de Kyosai. C'est un éventail et on voit, si vous voulez, que c'est aussi une caricature avec ces grenouilles qui représentent en vérité des personnages humains. Un autre livre aussi qui a eu un poids énorme dans la diffusion du japonisme, c'est le livre d'Émile Guimet, illustré par Félix Régamé, Promenade japonaise, suivi aussi d'un autre livre qui s'appelle Tokyo Nikko. Donc avec Aimé Imbert et les deux livres d'Émile Guimet et de Félix Régamé, ce sont les livres à grande diffusion qui ont joué un rôle dans le japonisme. Il y a bien sûr des livres beaucoup plus pointus et scientifiques comme celui de Georges Bousquet, le Japon en 2 volumes, qui est un livre remarquable aussi que je recommande. Félix Régamé avait fait aussi de magnifiques portraits. Ici, si on peut dire que c'est la Vénus de Enoshima. Il y a aussi un autre artiste français inconnu, Abel Guérino. Abel Guérino était professeur de dessin à l'école militaire qui a été fondée par les Français en 1875. Abel Guérino a fait des aquarelles, il a fait des peintures, mais aussi il a publié un livre sur les ornements japonais. Alors c'est un livre aussi qui mérite une conférence de 2 heures, donc je vais simplement le réduire à 2 secondes pour vous présenter le genre il y a plus de 80 planches sur les dessins japonais. Et ces dessins japonais, ces ornements japonais, vont inspirer aussi tous les artistes français ou européens. On voit ici 2 œuvres d'Abel Guérino. À droite, c'est une aquarelle, mais à gauche, il s'agit d'une ukiyo-e, donc d'une gravure sur bois, que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps, il y a 5 ans, simplement, chez les descendants d'un confrère d'Abel Guérino de l'école militaire, du capitaine Vieillard. Et le capitaine Vieillard avait rassemblé les œuvres d'Abel Guérino. Et donc, donc c'est encore peut-être le premier exemple d'un peintre français qui a, avec des artistes japonais, fait une ukiyo-e sur bois. Vous connaissez aussi tous cet album de japonisme de d'Isofort. Vous reconnaissez Félix Buot, qui s'est inspiré aussi des ukiyo-e, qui s'est inspiré de nombreux dessins, là comme on le voit sur la gauche, et qui a représenté dans cet album de d'Isofort des masques no. Et Félix Buot, je le cite simplement parce qu'il a été le maître de Georges Bigot pour la gravure sur cuivre. Bigot a publié de nombreux albums de gravure sur cuivre, donc l'album de Mata. Voici un magnifique portrait d'une japonaise qui est en vérité son épouse, c'est Sano-san. Là aussi, c'est une gravure sur cuivre, totalement dans le style de Félix Buot. Je suis obligé de vous citer bien sûr Tobae, qui est la grande revue satirique de Georges Bigot. Tobae, vous avez aussi compris qu'il s'agit Toba, du grand maître Toba du XIIIe siècle, qui a été le premier caricaturiste de l'art japonais. Et donc, Georges Bigot a repris le nom de Toba et a rajouté « et » pour mettre les images de Toba.
Et donc ce ne sont que des caricatures. Je suis obligé aussi de vous présenter la pêche, une partie de pêche. Pour moi, elle est très importante sur le plan diplomatique, puisqu'on voit la Chine et le Japon essayant de pêcher la Corée sous les yeux de la Russie. Un autre artiste que l'on connaît peu dans le japonisme, alors tous ces noms de toutes ces personnes que je cite, ce n'est pas mes recherches sur le japonisme, ce sont mes recherches que j'ai faites sur les personnages qui ont vécu au Japon. Et donc par Bigot, je suis arrivé à Félix Buot, et Louis Dumoulin est un Français. Alors c'est peut-être avec Georges Bigot le seul artiste français qui ait fait le voyage du Japon, si on en rajoute aussi Félix Régamé. Mais tous les grands artistes français, comme les impressionnistes, n'ont jamais fait le voyage du Japon. Louis Dumoulin a fait le voyage du Japon et en 1886, il était avec Georges Bigot à Nikko. Ils ont voyagé ensemble à Nikko, ils ont voyagé dans la région de Tokyo. Et Louis Dumoulin a fait énormément de dessins, d'aquarelles et aussi de peinture à l'huile qu'il va exposer à son retour en France. Et là, c'est une affiche de son exposition des tableaux et études de Louis Dumoulin sur le Japon. Il a rajouté un peu la Chine, la Cochinchine et la Malaisie, mais sur cette affiche, il n'y a que des motifs japonais. Alors Louis Dumoulin aussi est un personnage qui a fait très peu sur lequel on n'a pas encore beaucoup travaillé, comme d'ailleurs Abel Lirino que je citais tout à l'heure. Voici une huile du moulin. Là encore, elles sont vraiment très belles. Et puis, bien sûr, dans le japonisme, quand je le regarde depuis le Japon, non pas en tant que spécialiste du japonisme, mais du rôle un petit peu que le musée Guimet a joué dans la relation entre la France et le Japon, puisque Émile Guimet avait invité de nombreux bouddhistes, vous savez, qui ont été un petit peu, qui ont subi, à partir de 1873, ce qu'on appelle Haibutsu Kishaku, les fameuses destructions des temples bouddhistes, sous le décret du gouvernement de Meiji qui demandait à ce que tous les temples bouddhistes qui sont à côté des sanctuaires shinto soient détruits mais complètement, mais en même temps avec ce qu'il y avait à l'intérieur, ce qui a permis à Cernouchi et aussi à Émile Guimet de ramener de nombreuses statues bouddhiques. Et donc il avait invité des bonzes pour lire les sutras au musée Guimet. Et je suis obligé aussi de passer par cette grande affiche, puisque en 1890 a lieu la première grande exposition des ukiyo-e japonaises. Donc à l'école des Beaux-Arts. Mais moi, ce qui m'a intéressé, ce n'est pas l'affiche et les ukiyo-e, mais ce sont les noms des personnes qui se situent, qui sont ici, donc qui ont toutes joué un rôle important dans la relation franco-japonaise. Donc on a Samuel Bing, on a Philippe Berti que l'on retrouve, on a Georges Clemenceau, dont la relation avec le Japon a été si bien présenté par Mathieu Ségala dans un livre et dans une thèse d'État. Vous avez les Goncourt, vous avez Louis Gons qui va faire paraître un énorme ouvrage sur l'art japonais en 2 volumes, dont certaines illustrations ont été commandées par Louis Gons à Georges Bigot qui vivait au Japon. Et donc, il y a le musée Guimet, etc., etc. Donc ici, vous avez, pour moi, les grands hommes qui ont joué un rôle important dans la diffusion du japonisme en France.
Et c'est pour ça que je me suis intéressé à cette affiche et que je me suis même obligé à l'acheter. Elle fait partie de ma collection qui est maintenant en partie à la bibliothèque de l'université Meiji. Et finalement, je vais arriver à un autre Français qui a été un ukiyo-e-shi, c'est-à-dire qui a créé des ukiyo-e à la manière japonaise, avec des artistes japonais. Il s'agit de Noël Nouette. On a 3 Français qui ont fait des ukiyo-e. Abel Guérino, qui est totalement inconnu. Et puis, on a bien sûr Paul Jacoulet, mais on a aussi Noël Nouette, et pratiquement en même temps. Alors, je ne vais pas rentrer sur la vie de Noël Nouette, mais je tiens à signaler que Noël Nouette, lui, a aussi produit 24 estampes splendides. Ici, on en voit un exemplaire de Kyoicho. On a le pont de Nihonbashi, alors qui a été reproduit aussi par un autre célèbre ukiyo-e japonais, Kawase Hasui. Et Kawase Hasui a été influencé par Noël Nouette, ce que personne ne savait. Donc c'est important parce que Noël Nouette fait cette gravure sur bois ukiyo-e en 1936 et Hasui va reproduire la même chose mais de l'autre côté en 1940. Vous reconnaissez Kagurazaka, donc c'est une magnifique ukiyo-e de Noël Nouette. C'est vraiment ukiyo-e et on voit bien sûr aussi, comme Paul Jacoulet, il mettait toujours les noms des artistes japonais, c'est-à-dire du graveur et de l'imprimeur. Là, on a aussi une magnifique gravure de Paul Jacoulet, le lac de Shimazu à Ueno. En guise de conclusion, vous avez compris que je ne suis pas un spécialiste du japonisme ni de l'art, mais simplement un chercheur sur la vie des Français au Japon. Et à travers leur vie, je suis rentré dans divers domaines. Mais je ne reste qu'à la surface des choses, puisque Madame Sawatari, elle, va au fond des choses. Autant que je sache, autant que je traite ce sujet de japonisme, et surtout à travers les œuvres fabriquées ou bien produites par les artistes qui sont venus au Japon, ce n'est pas du tout le japonisme fantasmé. Ils ont très souvent ils ont voyagé partout. Non seulement au Japon, mais aussi en Inde, en Chine et aux Philippines, etc. Et ils ont vécu très souvent pendant des années dans cette région asiatique. Et ils étaient très habitués aux mœurs, aux coutumes des habitants. Et puis même, par exemple, Paul Jacoulet, il a représenté des indigènes des îles des mers du Sud. Et c'est très rare de représenter ces personnages dans le style de ukiyo-e. Mais lui, il a fréquenté la Micronésie. Il est resté pendant quelques mois avec les habitants. Alors, son expression de ces personnages sont très vives, je pense. Je vais juste abonder dans ce sens, c'est-à-dire que les artistes qui ont vécu au Japon ou qui sont passés par le Japon sont dans le japonisme du réalisme et ceux qui n'ont pas fait le voyage sont plutôt dans le fantasme. Je rajoute un détail aussi, alors ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est que les artistes français qui ont vécu au Japon sont pratiquement totalement inconnus en France. Presque tout le monde est au courant de deux systèmes de la création de l'estampe japonaise.
Sosaku-hanga et Shin-hanga. Shin-hanga a hérité la grande tradition de l'estampe japonaise de l'époque d'Edo. Et par contre, Sosaku-hanga, soit l'estampe créative, a été inventée juste au début du XXe siècle sous l'influence occidentale. Et dans le cas de Paul Jacquelet, depuis son enfance ou son adolescence, il était passionné de ukiyo-e et il est devenu un collectionneur important jusqu'au bout. D'abord, il a reçu des leçons, c'est-à-dire il a étudié l'art occidental, la peinture à l'huile, bien le pastel, etc., avec les deux professeurs, Kuroda Kiyoteru, Kuroda Seiki et Kume Keiichiro. Mais juste après ses études de l'art occidental, il est devenu un disciple d'un couple japonais de la peinture japonaise qui s'appelle Ikeda Terukata et Ikeda Shoen. Et c'est avec ces deux maîtres de la peinture japonaise que Paul Jacquelet est entré sérieusement dans le monde artistique. Et là-bas, dans cet atelier de Ikeda, il a d'abord copié les estampes japonaises de l'époque d'Edo. Et il l'a fait même pendant son enfance. Alors, il n'a jamais pensé au Sosaku-hanga. Et au moins, pendant quelque temps, il paraît avoir eu des relations avec les artistes de Sosaku-hanga comme Onchiko Shiro, mais c'est arrêté tout de suite. Et plutôt, il a lié d'amitié avec Kawase Hasui, par exemple. Alors, pour lui, le plus important, c'est d'introduire le système de fabrication de ukiyo-e depuis l'époque d'Edo. Et il a beaucoup respecté la technique, le métier très précieux des artisans japonais, c'est-à-dire le graveur et l'imprimeur. Alors, c'est pourquoi il a mis leur nom dans ces estampes. De temps en temps, dans les estampes japonaises qui s'appellent Shin-hanga, on ne voit pas leur nom. On ne voit que le nom de l'éditeur. Si vous voulez, le travail de la confection, de la création du ukiyo-e, c'est un travail d'équipe. Donc vous avez 3 personnes, le peintre, le graveur et l'imprimeur. Donc c'est un travail d'équipe. Donc si on reste dans la tradition d'Izuki d'Edo, on travaille en équipe. Et les nouvelles tendances, les nouvelles estampes, donc c'est l'artiste seul qui fait tout. Et sur un japonais très connu, on peut dire que Munakata Shiko faisait tout, il gravait et il peignait et il imprimait également. Je répondrai sur le premier aspect, c'est-à-dire l'aspect économique. Vous avez vu, j'ai présenté en premier toutes ces collections qui étaient faites en Europe sur les imari et les lacs à partir du XVIIe siècle. Donc, si on voit l'économie de la vallée de Imari dans le Kyushu, donc il y a eu un énorme essor pour l'exportation de ces imari, qui a duré jusqu'au début, disons, du XIXe siècle. Il y a eu un espace
d'arrêt, si vous voulez, et puis ensuite ça a repris immédiatement après l'ouverture du Japon. Et à Yokohama, il y a eu à l'époque Meiji de nombreux studios d'exportation d'objets de céramique, d'objets de porcelaine, d'objets de shippoyaki, c'est-à-dire d'émaux. Et donc ça contribuait à une industrie de l'artisanat ici au Japon depuis je dis bien depuis le XVIIe siècle jusqu'à nos jours aujourd'hui. Alors, pour l'aspect économique du japonisme, nous avons un ouvrage de M. Miyazaki, qui est aussi un membre de notre société des études de japonisme. Et il a publié son ouvrage Shinsho il y a 2 ans, je pense, dont le titre est Japonisme. Pour le théâtre et puis pour les scènes, c'est directrice et professeur Akiko Mabuchi, qui a publié son ouvrage Butai no Japonisme, Engeki no Japonisme, quelque chose comme ça, qui traite Sadayako et puis tous les autres legs, etc. aussi. Les pièces de théâtre assez japonisées en France. Sur les troupes d'acrobates, je n'ai hélas pas trouvé de recherches qui ont été faites, puisque je suis tombé sur ces affiches, et j'en ai fait une collection, et j'en ai une cinquantaine, donc il y a eu pratiquement plus de 50 troupes qui sont venues en Europe, mais je n'ai trouvé aucun article, aucune recherche au Japon. En revanche, il y a de nombreux articles qui ont paru dans les journaux français. Concernant le shunga, il y a un grand livre de japonisme érotique de professeur Belleux. Et cet ouvrage c'était sélectionné comme le Grand Prix de japonisme il y a 3 ans. Les shunga, les estampes shunga ont été beaucoup collectionnées, mais finalement, on en a peu parlé. Et ça devient aujourd'hui un sujet d'étude, mais c'est vrai que ça a mis beaucoup de temps. Je voulais rajouter juste un détail aussi sur l'œuvre de Paul Jacoulet. À la manière de Utamaro, il a également dessiné de magnifiques... alors, ce sont des aquarelles érotiques qui devaient devenir, bien sûr, des estampes. Mais hélas, sa fille adoptive, pour l'instant, veut garder secret ce magnifique trésor. Mais quand même, une petite partie de ces shunga ont été exposés au musée de Quai Branly dans un rideau. Sur le plan végétal, ce n'est pas encore avancé, mais quand même parmi les jeunes chercheurs de notre société des études de japonisme, on commence petit à petit les études sur l'aspect végétal du japonisme, surtout au point de vue de Ikebana par exemple, et puis les images des iris, des lys, yuri, par exemple. Mais comme je travaille pour la fondation de Jardin Sankeien, je ressens vraiment la nécessité d'avancer les études et les recherches dans ce domaine, comparer des jardins. Parce que, par exemple, j'ai visité le jardin construit par Albert Kahn et j'ai tout de suite pensé au jardin Sankeien. Mais par contre, aux États-Unis, nous avons un chercheur, Ferdinand, qui s'appelle Kendall Brown. Lui, il a publié beaucoup de livres sur les jardins japonais aux États-Unis. Alors, je rajoute aussi un détail en matière végétale ou botanique.
Madame Sawatari a évoqué le lys ou l'iris. Eh bien, disons aujourd'hui, les lys que l'on achète en France sont pratiquement les lys blancs ou les lys avec certaines couleurs rosées viennent du Japon. Ont été introduites par Ludovic Savatier, qui était un médecin botaniste qui a travaillé pendant 10 ans ici au Japon.